Et tout de suite, notre grand angle. L'Union européenne n'est-elle pas en train de s'encombrer d'un partenaire embarrassant? Le président Kais Saied, président de la Tunisie, s'est une nouvelle fois illustré cette semaine avec des propos antisémites. Le dirigeant avait déjà choqué cet été avec le traitement inhumain réservé aux migrants subsahariens. Et pourtant, l'Union européenne vient de débloquer 127 millions d'euros d'aide financière pour la Tunisie. Alors pour en parler, Sophie Bessis, historienne, politiste franco-tunisienne, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors il y a eu ces propos sur lesquels je voudrais qu'on revienne du président tunisien Kais Saied qui ont en tout cas beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Il dit que la tempête Daniel, qui a fait plus de 11 000 morts en Libye, traduit une influence sioniste dans la région. Comment ces propos ils ont été accueillis en Tunisie? Est-ce que ça a provoqué des réactions? Non, ça n'a pas provoqué de réaction publique importante. En fait, bon, bien évidemment, cette assertion, au-delà de son caractère politique, parfaitement stupide, c'est d'abord la première chose qu'il faut dire. Non, alors je voudrais d'ailleurs comparer ce silence public des Tunisiens et en particulier des intellectuels avec la position extrêmement courageuse des intellectuels palestiniens. Il y a quelques jours, leur président Mahmoud Abbas avait fait une sortie beaucoup plus antisémite d'ailleurs que celle du président Kais Saied. Et les intellectuels palestiniens ont fait une pétition, ont publié une pétition disant que la lutte du peuple palestinien pour son indépendance, pour sa libération, n'avait rien à voir avec l'antisémitisme. Et bien malheureusement, en Tunisie, disons, on n'a pas eu ce genre de réaction. Même au sein de la communauté juive Pardon ? tunisienne? Même au sein de la communauté juive tunisienne? Vous savez, d'abord, je n'aime pas le terme de communauté, disons, de la population, de la minorité juive de Tunisie, laquelle, comme vous le savez, est extrêmement modeste, puisque c'est 1 millier de personnes à tout casser, entre 1000 et 1500 personnes, et elle se caractérise en général par sa discrétion. Estimant la plupart des représentants, disons, de cette minorité, estimant que la discrétion est la meilleure position à avoir quand on est une minorité aussi peu représentative et aussi peu représentée. Voilà, donc il n'y a eu aucune réaction officielle de la part des représentants de cette communauté. Mais ça ne contribue pas quand même à abîmer un peu le lien que cette communauté, ces juifs de Tunisie, entretiennent avec leur patrie? Écoutez, vous savez, s'il fallait que chaque propos de nature ambiguë en Tunisie abîme les liens, il serait très très abîmé depuis très longtemps. Voilà, parce que ce n'est pas le premier. Disons, le chef de l'État actuel s'est toujours défendu d'être antisémite. Il faut bien lui mettre ça à son actif. Il n'y a pas beaucoup de choses à mettre à son actif, mais celui-là, en faisant une différence, en disant faire une différence très importante entre antisionisme et antisémitisme. Position d'ailleurs qui est tout à fait acceptable. Maintenant, cela dit, effectivement, sa sortie, disons, sur la tempête Daniel, outre le fait qu'elle est stupide et montre une espèce d'obsession, voyons les sionistes partout qui se rapprochent effectivement de la vieille rhétorique des juifs qui sont partout, bien entendu, ce qui est extrêmement dangereux. Voilà, mais il n'y a pas eu de réaction publique en Tunisie. Alors justement, on va écouter tout de suite ces fameux propos du président tunisien Kais Saied. Concernant la tempête Daniel, ils n'ont même pas pris la peine de s'interroger sur l'origine de cette appellation. Ils ont précisément choisi le nom Daniel. Qui est-il? C'est un prophète hébraïque. Le nom a été choisi par les autorités responsables de la dénomination des tempêtes. Cette tempête a été baptisée Daniel et il ne cesse de répéter ce nom. Personne ne s'est demandé pourquoi on a donné ce nom à la tempête. C'est une autre question. Car le mouvement sioniste s'est infiltré, laissant les esprits et toute réflexion dans un coma intellectuel total. D'abord Abraham et maintenant Daniel, c'est évident.
Sophie Bessis, est-ce que cela ne nous renvoie pas aussi à cet attentat du 9 mai dernier à la synagogue de Djerba? Le président tunisien Kais Saied avait refusé à l'époque de parler de terrorisme et même d'antisémitisme. Il parlait d'une attaque criminelle. Est-ce que ce positionnement, finalement, il ne contribue pas à banaliser l'antisémitisme en Tunisie et plus largement les discriminations contre les autres minorités présentes Bien dans le pays? entendu, ce refus, cette sorte de négationnisme, bien évidemment, l'attentat de Djerba était un attentat antisémite. En général, quand on tire sur des pèlerins devant une synagogue, je ne vois pas comment ça pourrait être un attentat philosémite, hein, évidemment. Donc, et l'espèce de déni dans lequel s'enferme la parole présidentielle est un déni extrêmement dangereux, effectivement. Et un déni qui est accentué, si je puis dire, par cette espèce d'affolement identitaire, si l'on peut dire, qui se traduit souvent dans la parole présidentielle, qui est cette sorte de crainte qu'il n'y a pas lieu d'avoir quand on sait que 99,9% des Tunisiens sont musulmans et que l'écrasante majorité d'entre eux se considèrent comme des Arabes, à part quelques petites minorités berbères et l'infime minorité juive dont vous parliez tout à l'heure. Donc cette espèce d'affolement identitaire qui fait qu'il faut sauvegarder le caractère arabo-musulman de la Tunisie. Donc ça amène obligatoirement à des discriminations contre toutes sortes de minorités. On en a vu, on a vu le cas évidemment lors des exactions contre la minorité subsaharienne et qui s'est étendue, encore mois, oui, tout aussi grave à mon sens, qui s'est étendue à la minorité noire tunisienne également, qui est l'objet de discriminations multiples. Et alors justement, Sophie Bessis, malgré ces discriminations que vous évoquez contre les migrants subsahariens, et plus largement les subsahariens peut-être expatriés en Tunisie, cela n'a pas empêché l'Union européenne de débloquer une nouvelle aide financière pour la Tunisie, 127 millions d'euros. Alors l'objectif officiellement, c'est de permettre à la Tunisie de lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe. C'est pour cette raison que l'Union européenne est si silencieuse finalement? Écoutez, vous savez, au cours des régimes successifs autoritaires qu'a connu la Tunisie, je pense à la période je remonte même pas à la période de Bourguiba, mais je pense à la période de Ben Ali. Vous savez que les accords de coopération Tunisie-Union européenne avec d'autres pays d'abord comportent un article 2 qui fait que les deux pays doivent respecter les droits de l'homme, etc. L'Union européenne n'a jamais appliqué son article 2 et l'Union européenne n'a jamais inclus la question des droits humains dans ses politiques vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée. Alors, évidemment, cela relève de la réelle politique et de tout le discours qui va avec. Aujourd'hui, je crois qu'on a franchi, en tout cas l'Union européenne a franchi un pas dans la gravité de ce déni. Parce qu'elle aussi est dans le déni, dans la mesure où la politique la politique européenne vis-à-vis de la Tunisie est pratiquement dictée aujourd'hui par Madame Giorgia Meloni, qui appartient à un parti néofasciste, on le sait, hein, et qui est au pouvoir en Italie, et qui a vraiment une mise importante sur la politique européenne de la Tunisie, moyennant quoi, vous savez que la Tunisie a signé un mémorandum qui a été parrainé par Madame Meloni, Madame von der Leyen et le Premier ministre néerlandais, Monsieur Rutte, et qui est un mémorandum qui fait totalement abstraction de la dérive autoritaire du régime tunisien. En fait, l'Europe n'a qu'une seule préoccupation, c'est arrêter les migrants. Elle est capable des compromis les plus condamnables, à condition que les migrants n'arrivent pas chez elle. Oui, c'est ça. Finalement, l'Union européenne, on peut dire qu'elle a en quelque sorte pactisé avec le diable. Elle laisse la Tunisie faire, pardonnez-moi, la familiarité. Vous savez, c'est ce qu'elle a fait avec la Turquie de M. Erdogan depuis des années. Hein. C'est ce qu'elle a fait avec la Libye. Et Dieu sait que le traitement des migrants en Libye a été un traitement de nature esclavagiste. Enfin, la Libye, ça a été un traitement terrifiant. Les journaux en ont parlé, les médias en ont parlé, ce qui n'a pas empêché l'Union européenne de pactiser avec les factions libyennes, à condition que ces factions libyennes arrêtent les migrants. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. C'est-à-dire que la préoccupation première de l'Union européenne, c'est d'externaliser la question migratoire vers la rive sud de la Méditerranée.
Mais alors justement, on se demande de fait à quoi va servir cet argent, parce que finalement, on constate que des milliers de jeunes continuent de quitter la Tunisie. Je vous propose de voir ce reportage à partir de Kerkena, c'est l'île tunisienne la plus proche des côtes italiennes de Lampedusa. Vous allez voir ces traversées qui profitent notamment aux pêcheurs locaux, puisqu'ils ne peuvent plus vivre de la mer. Alors ils ont décidé d'organiser ces voyages clandestins vers l'Italie. Reportage. Autrefois paradis des pêcheurs, désormais place de choix pour les passeurs vers l'Europe. Kerkana, à 100 km de l'île de Lampedusa, est reconnu aujourd'hui pour un commerce, celui des migrants. Kerkena est considéré comme l'endroit le plus sûr pour la migration clandestine. Le seul danger avec la police, c'est d'arriver jusqu'ici. Si un migrant arrive ici, il disparaît, on ne le voit plus. Nous, maintenant, on les emmène dans la forêt et ils ne savent pas qui les a amenés. Lorsque la police les rafle, il est impossible qu'ils nous dénoncent. On travaille tous dans l'anonymat. La forêt n'est pas vraiment dense, mais suffisamment pour s'y cacher en attendant l'appel des passeurs. Sur les plages, des restes de bateaux, certains ont été charriés par la mer, comme celui-ci. Il servait aux migrants, il est en fer. Et il contient encore des affaires des hommes et femmes qui ont voulu rejoindre l'Europe. Cet été, ce jeune homme de 17 ans a décidé de tenter sa chance. Je n'ai pas trouvé d'endroit où vivre de manière temporaire, alors je me suis installé dans la forêt. Il y a beaucoup d'agents de sécurité ici. Je ne sors pas la nuit et je ne sors pas le matin. Il est resté caché 3 jours avant l'appel du passeur. Pour lui, rester en Tunisie était une impasse. En Tunisie, les horizons sont limités. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé l'immigration clandestine la solution la plus appropriée pour moi. Mes proches et voisins ont émigré. J'émigrerai aussi pour assurer mon avenir. 3 jours après ce tournage, le jeune homme est arrivé sain et sauf en Italie, à bord d'un bateau d'une centaine de personnes. Il est aujourd'hui dans un centre d'accueil. La Tunisie et l'Union européenne ont signé en juillet un accord pour lutter contre l'immigration irrégulière. Il prévoit une aide de l'UE de 105 millions d'euros. Voilà un reportage de Mabrouka Kedir et de Simon Rodier. Sophie Bessis, on ne comprend pas bien. L'Union européenne fait des chèques, rien ne change. Il y a toujours autant d'arrivées à Lampedusa, on l'a vu ces dernières semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Kais Saied, il est indigne de confiance ou il est incompétent? Non, écoutez, il ne faut pas poser la question comme ça. Il est évident que ces départs ne s'arrêteront pas. Qu'ils partent de Tunisie ou d'ailleurs. Il y a des questions migratoires qui se posent aujourd'hui. Beaucoup de Tunisiens souhaitent quitter leur pays parce que la situation économique et sociale est tout à fait désastreuse, bien évidemment, et donc c'est un motif de départ. Quant aux subsahariens qui ont fait escale en Tunisie pour quelques jours, quelques semaines ou quelques années, eh bien, la politique des autorités tunisiennes aujourd'hui les pousse au départ, alors que beaucoup d'entre eux avaient posé leurs valises en Tunisie en réalité, et que la Tunisie commençait à ne pas être seulement un pays de transit, mais aussi un pays d'installation. Or évidemment, avec ce racisme désinhibé qui malheureusement existe en Tunisie depuis février dernier, le racisme a toujours existé, mais là aujourd'hui il est public, il est désinhibé, et bien évidemment beaucoup de subsahariens ont peur et tâchent de partir. Voilà. Et donc ça augmente les flux migratoires, bien évidemment. Oui, mais justement, que fait la Tunisie de cet argent? On parle de 127 millions d'euros. Rien ne change. Où va l'argent? Comment est-ce qu'il est utilisé? Les 127 millions d'euros. Que voudriez-vous que fasse la Tunisie exactement? En fait, ces 127 millions d'euros vont servir à sortir un petit peu ou à donner un petit répit à la Tunisie, dont tous les indicateurs aujourd'hui économiques et financiers sont au rouge. Alors bien évidemment, ça va donner une brève respiration à la Tunisie, puisque vous savez que la Tunisie n'a pas reçu le fameux prêt de 1,9 milliard de dollars que devait lui octroyer le Fonds monétaire international, dans la mesure où la Tunisie, le régime actuel, ne veut pas souscrire aux conditionnalités du FMI. On verra ce qu'en fera la Tunisie. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que cet argent ne serve pas, comme le souhaite en réalité l'Europe, à faire empirer la situation des migrants en Tunisie, ce qui sera peut-être le cas.
Et le président Kais Saied a annulé aujourd'hui la visite d'une délégation de l'Union européenne en Tunisie. On aura probablement l'occasion d'y revenir sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Sophie Bessis, d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes historienne et politiste. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, paru aux éditions Talendier.